Bonjour, chers auditeurs. Cette semaine, à Two Men Tree Lift, on va avoir l'occasion de parler avec Joël Bouliane. Joël est un coach au Saguenay. C'est aussi le propriétaire de Mofo Barbell, un club pilier dans la Fédération québécoise de dynamophilie depuis des années. Le Mofo Barbell, c'est un incontournable si tu veux apprendre du powerlifting. Une session, là, ça peut être une progression que tu vas aller chercher en 3 mois d'entraînement à la maison. Là. C'est une belle place pour s'entraîner, un bel esprit d'équipe. Mais Joe, en tant que tel, aussi, c'est un gars qui a de l'expérience. C'est un gars qui a voyagé, compétitionné à l'étranger, qui a essayé plein de méthodes. Puis c'est un gars qui a aussi une pensée hardcore. C'est un gars qui va faire bien des affaires par lui-même. Puis il va pas faire ça broche à foin. Il va s'arranger pour que ça soit square. Puis c'est un gars qui a levé des poids, autant raw qu'équipé, qui a coaché du monde dans des contextes. Hein, il y a plein de vécu. Puis ça va être le fun de pouvoir jaser avec ce gars-là qui est aussi un bon vivant à côtoyer. Mais avant de plonger dans la conversation avec Joe, notre sponsor, on va prendre le temps de le souligner, Titan Canada. Écoutez, qui fournit de l'équipement. On encourage un gars de la région, un gars de Sherbrooke, Louis Lévesque, que ça fait des années. Il a déjà été président de la FQD. Mais tu sais, c'est pas juste l'idée de communauté puis de proximité au Québec. C'est aussi d'avoir des équipements. Tu sais, tout le monde est sérieux avec leur entraînement. Tout le monde veut passer à l'autre niveau. On fait attention à notre alimentation, notre sommeil, nos entraînements. On fait tout de façon adéquate. Mais si tu veux atteindre ton projet, aussi, il faut que tu aies des outils adéquats, pas juste de quoi qui paraît bien. Ben, Titan Canada, ça t'offre l'opportunité justement d'avoir du gear qui a du sens, qui va vraiment t'aider dans l'atteinte de tes buts. Pour le mois de janvier, on a une promotion. C'est avec les knee sleeves et les singlets sublimated. Fait que dans le fond, c'est un ton, 2 couleurs. D'ici le 31 janvier, il y a 15% de rabais sur les singlets sublimated et les knee sleeves. Fait que tu sais, ça fait longtemps, tu penses passer à un autre niveau, tu veux vraiment avoir du gear qui a du sens, puis on le dit assez dans le podcast, là, les singlets Titan, c'est une autre gamique que les autres singlets tout en gaining costume de bain sur le marché. Fait que si tu veux commencer janvier 2022, puis passer à un autre niveau, va regarder ça. Titan-canada.ca. Puis si tu as des questions, gêne-toi pas. Tu peux me contacter, tu peux contacter Phil, tu peux nous DM, tu peux DM la page Two Men Tree Lift ou tu peux écrire directement à Louis Lévesque. C'est un gars qui est disponible, qui va répondre, qui va tout le temps vouloir aider la communauté du powerlifting. Alors, Titan Canada, 15% pour les singlets supplemented avec les knee sleeves également, d'ici le 31 janvier. Sur ça, bon podcast. Profitez-en pour vous amener à gauche, à droite, vous nourrir des connaissances de ce gars-là. Ouais, ça va! Ouais, mon Joël, ton show! Oslo! Oslo! Salut les jeunes! Comment ça va? Écoutez, ça va très bien, ça va très bien. Content d'être avec vous autres dans mon ski. C'est comme une espèce de journée après-ski. C'est mon après-ski jazz. Je prends un petit vodka jus d'orange à votre santé. Parfait. Non pas parce que
j'aime la vodka jus d'orange, mais parce que c'est la seule alcool qu'il y avait dans la maison. Fait que on a fini la bouteille. On a Juste avoir un fini petit ton, après-ski de jazz, là, être plus détendu un petit peu. on a fini ton whisky l'autre fois, me semble, c'est ça? Oui, c'est un Ouais. petit Royal Northern Harvest, un petit 2016. Disons, on prend pas trop d'alcool. Fait qu'il était dû pour être fini. Là. C'était le temps que je passe une autre bouteille. Fait que Non, juste bien content d'être avec vous autres. pour bien starter, aujourd'hui, on est avec Joël Bouliane, qui est coach propriétaire du Mofo Barbell au Saguenay, qui est comme je dirais, un des clubs qui a le plus d'années, qui a beaucoup de records. Si on va sur le site, tu vois la liste des lovers, puis après ça, tu vois tous les records que le club porte. là. C'est un club qui est, tu sais, tout le monde va compétir au Saguenay, passer des gros meets. Fait que c'est une vraiment des bases du powerlifting au Québec. Fait que, Joël, bienvenue. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et on peut rajouter de quoi sur le Mofo aussi. Je pense que c'est un des gyms au Québec qui se démarque le plus, selon moi, avec l'équipement que tu as à ton gym, puis la qualité du gym, là, en termes de powerlifting, là, c'est une place que je pense que tous les powerlifters du Québec veulent aller, que ce soit pour un training ou juste s'entraîner tout le temps. Là. En tout cas, si c'est vous ne sûr l'avez pas vu, c'est à voir. Moi, j'ai réussi au fil des années à construire mon gym, la vision de mon gym de powerlifting de rêve. J'ai comme atteint cet objectif-là. J'avais une vision, je l'ai réalisée, pratiquement à son plein potentiel. Fait que non, je suis très satisfait de quoi le gym a l'air. Si les gens ne connaissent pas le gym, peut-être aller voir le site Internet, notre page Instagram, ça peut être très bonne idée que vous allez voir ça parce que il y en a du millage dans ce gym-là, mon ami. Ça fait quand même depuis 2006 que le gym existe physiquement. 2008, excuse-moi, qui existe physiquement. Puis, tu sais, on est parti de rien. Là. On est parti vraiment une cage, un bench, 4 plates. Puis, j'ai grossi, j'ai réinvesti d'année en année, année en année, année en année. J'ai toujours réinvesti l'argent que je faisais. On a grossi. Puis après, on est rendu en 2021, 2022 à peu près 35 à 50 membres, ça dépend des périodes. Puis c'est stable, gros taux de rétention, c'est vraiment plaisant, on est très satisfait. Plus une vingtaine d'athlètes en ligne, plus une vingtaine d'athlètes en nutrition. Ça fait que moi, j'ai une quarantaine de clients, Marianne a une trentaine de clients. Fait qu'on est très satisfait de ce qu'on fait. On est pas mal à pleine capacité. Puis avoir de quoi de plus gros, c'est pas quelque chose qui m'intéresse non plus. Parce que on a tout le temps l'aspect, hey, il faut grossir. Mais moi, je suis comme rendu, en termes de grosseur de gym, là, j'ai comme atteint là, l'apogée de ce que je voulais faire au Saguenay. Parce que la clientèle, on ne peut pas l'inventer. On est dans une plus petite ville, on n'est pas à Montréal, on n'est pas à Québec. Fait que pour moi, de rouler avec ce roulement-là, sachant que c'est un job qui est à temps partiel pour moi, mais qui est quasiment un job à temps plein, parce que j'enseigne comme prof d'éducation physique à temps plein. Donc, c'est parfait pour moi présentement. J'ai comme atteint le top que je voulais. Puis, je vais rouler ça encore une bonne couple d'années. Juste au niveau de l'histoire du Mofo, tu sais, Sans comme là, juste comme là, récemment, tu sais, pendant le COVID, tu as fait le move de déménager de Jonquière à Arvida. Mais avant le gym à Jonquière, t'avais-tu d'autres locations ou ça a été le gros déménagement? Non, on avait phase 1, ça a été. La phase 0.5, ça a été dans le sous-sol chez mon chum Jonathan Gilbert à Ballon. C'est là vraiment qu'on a commencé avec le rack. Après ça, on a amené le rack dans la phase 1.0 qui a été au complexe fitness à Jonquière. Dans le sous-sol du complexe fitness, on avait c'était grand comme une chambre. C'était vraiment extrêmement miteux. Là. Mais ça faisait la job parce qu'on avait quand même accès à tout le reste du gym. Mais faire un gym de powerlifting dans un gym commercial, ça ne peut pas fonctionner, à moins que le propriétaire soit un powerlifter. Tu comprends? Sinon, il y a toujours le facteur d'incompréhension de qu'est-ce qu'on fait, de pourquoi on fait, pourquoi. Il y avait tellement de facteurs d'incompréhension, il y avait beaucoup de conflits.
Fait que, un moment donné, ça faisait juste plus. Fait que là, il a fallu partir, qui était quand même, pour moi, un très bon move. Pour qu'on s'enchaîne, on s'enligne vers le local encore plus miteux du 3805 Saint-Félix, où on a eu 10 années là-bas. 10 belles années, parce que, tu sais, c'était un local miteux, mais c'était ça que je voulais. Tu sais, à ce moment-là, moi, quand je rentrais là, on avait 24 ans. Tu sais, je m'attendais à avoir de l'eau qui me coule sur la tête quand il mouille. Il faisait 11 degrés l'hiver quand on s'entraînait. Mais il y a quand même du monde qui ont fait des records mondiaux en s'entraînant dans ce gym-là. Tu sais, ça prouve qu'on avait de l'équipement de qualité. On avait un excellent contenu dans un contenant dégueulasse. Tu sais, mais il y avait des graffitis sur les murs. Tu sais, c'était intéressant quand même là, comme ambiance. Là, tu sais, on faisait ce qu'on voulait, comme on le voulait. Tu sais, on était chanceux de pouvoir s'exprimer dans un local de même, puis faire ce qu'on veut, puis d'avoir créé quand même l'identité du gym à partir de ça. Là. Fait que ça a été 10 très belles années, mais moi, après ça, une fois, j'ai eu 35 ans, tu sais, la vision que j'avais de mon gym à 23 ans n'était plus la même de celle que j'avais à 35 ans. Tu sais, j'étais tanné d'être dans un endroit tu sais, moins clean. Tu sais, j'avais le goût d'avoir plus un training center où on peut développer vraiment des athlètes avec de l'équipement de qualité. Tu sais, que ça soit fancy, mais que ça reste underground. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Tu sais, je ne voulais pas de quoi qui devienne commercial pour attirer une clientèle mainstream. Je veux que quand les gens ils passent en avant d'une fenêtre, qu'il y ait quand même une certaine crainte à rentrer dans la place. Il faut que ça reste comme ça. Tu sais. Si ça devient un gym de guenilles, comme j'aime utiliser l'expression, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ça reste un gym de performance. Puis la performance, c'est pas pour tout le monde. Quand même que c'est super beau, bien enveloppé, bien liché. Quand tu rentres, là, que tu vois une fille squatter 3 plates en série, que tu vois Phil squatter 5 reps à 6,25, là, tu fais OK, c'est dans quoi je viens de m'embarquer là. C'est quoi cette place de malade mental là? Fait que c'est ça qui m'intéressait, puis je veux ça va tout le temps rester de même. Mais, tout en gardant l'attrait pour que les débutants puissent s'entraîner en même temps que les gens expérimentés. Un attrait, un point d'inclusion. Je prône l'inclusivité, je prône que les débutants s'entraînent en même temps que les gens qui font de la compétition internationale, nationale. Je crois vraiment à ce que ça crée un environnement qui est bénéfique pour tout le monde. Ça garde les meilleurs terre à terre. Je ne veux pas de clics. Tout simplement, dans mon gym, ça ne m'intéresse pas d'avoir des clics. D'avoir, ben ça, c'est eux qui font de la compétition au niveau national. Eux autres, ils s'entraînent ensemble, puis ils chillent ensemble, puis ils ne parlent pas au moins bon. En CrossFit, j'ai vu extrêmement souvent ça. Il y a les cools qui font l'entraînement de compétition, puis il y a les non-cools qui font les cours de groupe normal. Fait que ça fait que tu as deux populations dans ton gym, puis ça ne crée pas une belle ambiance. C'est vraiment pas agréable pour un client. Fait que, ce qui est vraiment unique au gym, c'est que tu vas t'entraîner avec quelqu'un qui commence, puis à côté de toi, puis tout de suite à côté, tu as Marc Cardinal qui fait des reps de deadlift à 700 livres. C'est unique, puis ça permet, je dis tout le temps aux gens qui commencent de poser des questions aux plus expérimentés, puis c'est les gens expérimentés, ben, il n'y a pas de nombrilisme. Tu es là pour t'entraîner, tu es là pour faire ce que tu as à faire, puis tu es là pour aider les autres aussi. Comme tout le monde a besoin d'aide là, quand on fait du powerlifting. Vous savez, besoin d'un spot, besoin de tenir un board, besoin de déraquer. Fait que plus vite on les forme, puis plus vite ces nouveaux-là ont la chance de voir du monde expérimenté, rentrer dans le gym, voir des gens squatter 500 livres sur une base régulière, voir des filles bencher des plates en reps sur une base régulière, ben, plus vite leur standard mental ben, il évolue. Si tu es une guenille qui rentre dans un gym de guenilles où ce que le plus gros squat, c'est 3 plates, ben, 4 plates pour toi, c'est une montagne extrême. Là, mais quand tu rentres dans un gym qui a 3 plates, c'est une charge d'échauffement, ben, vite, ton standard devient, même si tu ne le veux pas, ça devient plus haut que ce que tu peux penser. Là. Fait que ça
ça a beaucoup d'impact, là, le fait qu'on mélange les populations comme ça. Ben, ça montre au nouveau justement que c'est possible d'atteindre ces charges-là. Puis, tu sais, moi je le vois souvent, là, tu sais, quand je m'entraîne avec les nouveaux, tu sais, autant je les regarde eux progresser que eux ils me checkent aller, puis ben, que ce soit moi ou n'importe quel autre athlète de plus haut niveau, mettons, là. Puis c'est sûr que ça leur donne un coup de main. Puis je me rappelle, quand moi j'ai commencé, je regardais ceux au-dessus de moi, mettons, puis ça me donnait vraiment beaucoup de cues, mettons, juste technique, juste à le voir aller, qu'est-ce que lui il fait. Ben, tu sais, essaies de comme, mettre ça dans ton entraînement à toi, puis c'est de même que tu progresses en ayant du monde au-dessus de toi, tant qu'à moi. Là. Fait que Absolument. c'est hot que tout le monde dans le gym, justement, on se parle, puis il n'y a pas de. Tu sais, moi, je me mets pas comme au-dessus des autres. Là. J'étais au même niveau que tout le monde dans ce gym-là, puis c'est ça qui est le fun, justement, à s'entraîner au mot. Là. Il n'y a personne qui pète plus haut que le trou, puis on niaise tout ensemble, on s'aide tout, puis c'est vraiment fun. Tu sais, si ça arrivait, là, moi, je tolère pas ces affaires-là. Tu sais, MoFo, là, oui, ça veut dire motivation et force, mais ça veut aussi dire motherfucker. Puis c'est juste pour dire, te rappeler à tout le monde que tout le monde qui s'entraîne dans ce gym-là, tout le monde est un motherfucker. Tout le monde est un petit trou de cul. Tu as bien beau être champion du monde, tu es là pour t'entraîner, faire ce que tu as à faire et t'en aller chez vous après. Tu n'es pas meilleur qu'un autre, tu n'es pas plus hot qu'un autre. Tout le monde paye son abonnement, tout le monde a le droit à un même traitement égal. Puis c'est ça. Fait que c'est pour rappeler, le MoFo, c'est vraiment pour rappeler qu'il n'y a pas de statut de plus haut que personne d'autre dans le gym. Tout le monde est au même niveau d'égalité. Puis c'est vrai, par exemple, tu sais, mettons, tu es de l'extérieur puis tu vas aller au MoFo, là, c'est quelque chose, surtout quand c'était à Jonquière, là. Tu sais, comme moi, quand j'ai déménagé, c'était en 2019. À l'été 2019, tu sais, j'étais pas pire, mais tu sais, j'avais pas rien de. Je venais d'avoir un record provincial. Tu sais, j'étais correct. Fait que là, je déménageais au Saguenay, puis j'étais gêné, là, tu sais, de m'annoncer au MoFo. C'est Johan Savinski qui m'a comme dit non, tu t'entraînes pas à sa rue de Taché, à Chicoute. Tu t'en viens t'entraîner à Jonquière, au MoFo. Tu vas être mon partner. Tu sais, les premières fois que j'allais m'entraîner au MoFo, là, psychologiquement, c'est comme j'allais à un meet, là. Parce que tu sais, t'as le standard de. C'est pas comme un gym commercial que t'es là, puis tu mets tes écouteurs, puis tu t'es dans ta bulle. T'as pas de... Tout le monde écoute la même musique sur le speaker. S'il y a quelqu'un qui squatte, tu passes pas en avant, sinon tu vas te faire tuer. Tu passes pas par-dessus une barre de deadlift, parce que sinon t'es maudit, puis t'encourages à le prendre. Fait que tu sais, les premières fois, c'était comme. J'allais donner on a fait le tour des règlements. Ça, je n'ai jamais parlé des règlements. Les règlements au MoFo, on va en parler. C'est intéressant que tu parles de ça. Et là, tu me dis, bon, pas d'écouteurs. Première affaire. Moi, quand je joue, tu sais, j'ai la chance d'être propriétaire d'un gym, d'être un athlète. Tu sais, on a la chance de mettre la musique qu'on veut. Il y a une tablette avec Spotify, on met la musique que tu veux écouter. C'est sûr qu'il y a un choix de musique avec un niveau d'agression assez élevé. Puis pourquoi que je dis au monde de ne pas mettre d'écouteurs dans le gym? C'est parce que je veux favoriser une communauté. Puis écoute, si t'aimes pas ça le métal, puis des fois on met du rap, des fois on met du métal, des fois on met new metal, whatever. La musique qu'il y avait, il y en a souvent, puis c'est sûr que ça revient, ça fait. Puis c'est bien parce que t'as un monsieur de 70 ans qui s'entraîne en écoutant du Akasa Strain, bien du Hatebreed. Je trouve que ça a un certain charme aussi, puis ça fait que la musique heavy, je trouve que c'est bon pour sortir un peu l'agression dans le dedans de chaque personne. Ça crée une ambiance qui est particulière, même si le monde n'aime pas la musique nécessairement. Tu me parlais après ça de ne pas passer par-dessus la barre. Ça, il y a une raison. Okay? Ce n'est pas moi qui ai inventé ce règlement-là. Moi, la journée que j'ai appris le plus en powerlifting dans ma vie, c'était une journée de 2011 où je coachais au championnat du monde junior à Saskatchewan. Je coachais mon Savannah Porzuchek qui était équipé à l'époque, puis elle avait fini quand même 3e au monde à cette compétition-là. Puis moi, c'est la première fois que je vivais une expérience de championnat du monde. Puis il y avait l'équipe russe qui était là. Puis, tu sais, c'est vraiment là que j'ai une révélation à quel point au niveau de l'équipement, là, les Russes, les Ukrainiens, ils étaient extrêmement dominants comparé au reste de la planète. Là. Oui. Il n'y a aucun détail qui est laissé au hasard. C'est vraiment là, une dominance au niveau de l'équipement. Là. Quand j'ai
vu une petite fille de 57 kilos squatter pas loin de 460 livres. Là, j'ai fait OK. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Là, il était 3 pour lui mettre une râpe dans chaque jambe. Il y avait genre à peu près 12 révolutions par jambe pour une fille de 57 kilos. Là. C'était comme des petits pécrinqués qui s'en allaient faire des squats. Là. C'était vraiment, vraiment particulier. Fait que j'ai eu la chance, by the way, de rencontrer quelqu'un qui était coach de l'équipe, qui était aussi athlète dans ma catégorie. Fait que, moi, je le voyais open depuis longtemps. Fait que lui, il coachait l'équipe. Il était là comme responsable. Puis je l'ai vu chiller dans le sauna, puis il était pas dans le sauna, dans le spa de l'hôtel. Il tripait ses tatouages. Fait que j'ai été capable d'avoir une espèce de discussion via le traducteur avec. Puis j'ai demandé tout simplement si ça y tentait de me montrer leur technique. Au début, j'ai lancé ça de même. J'ai dit, hey, ce serait cool, là, je puisse m'entraîner avec vous autres que, à l'époque, je n'avais pas autant de connaissances. Fait que, ben, man, j'ai vraiment créé comme une espèce de bond là, avec eux autres. Fait avec le traducteur, le coach, puis là, les athlètes qui suivaient, les meilleurs athlètes qui chillaient tout le temps avec le coach. Fait qu'ils étaient genre rendus 5-6 à chiller tout le temps avec moi et Savannah. J'ai passé 3 jours à m'entraîner avec eux autres. Un lift par jour. C'est à peu près des sessions de 2 heures là, par lift. Là, tout le reste de l'équipe Canada était là, mais what the fuck, c'est qui fait que les Russes, pourquoi qu'ils. C'était pas super. C'était pas vraiment bien vu, là. Mais je voyais que le monde était crissement jaloux, par exemple. Comment ça se fait que le petit Canadien se faisait coacher par les Russes, OK, puis normalement, ils sont réputés qu'ils ne partagent pas vraiment leur technique. Ben, au contraire, moi, là, j'ai appris plus en 3 jours que dans toute ma vie, mon gars. Ça a été 3 journées là, où j'ai vraiment appris énormément de détails au niveau technique, surtout, puis même sur la programmation, la façon qu'eux autres utilisaient leur système d'entraînement. Puis, il est ressorti une affaire. Quand on faisait le deadlift, il y avait, je passais toujours par-dessus ma barre quand je finissais mon lift. Puis à toutes les fois, là, le coach était là. Il capotait, j'étais là. Pourquoi il capote de même? Là, ça restait de même. Puis là, la rep d'après, je repassais par-dessus la barre. J'étais là. Qu'est-ce qui se passe? Là, le traducteur, à un moment donné, il m'arrête. Il dit OK. If you travel one more time over the bar, it will hit you in the face. OK. Puis c'était sérieux, là. C'était vraiment sérieux, là. Je manquais de respect à la barre énormément. Puis c'est ça. Avec le traducteur, il m'expliquait que finalement, en Russie, les athlètes, même en haltéro, c'est pareil, personne ne passe par-dessus la barre parce que la barre, c'est une entité qui ne change pas. Fait que tu sentes bien ou que tu ne files pas, la barre, elle s'en calisse. Que tu as eu la pire journée de ta vie, mais tu vas arriver au gym, 225 livres, 2 plates, ça va toujours être 2 plates. Ça ne sera pas une journée que tu te sens bien, ça ne sera pas 185 livres, 2 plates. Non, ça va rester 2 plates. Fait que c'est une entité qui va toujours être là, puis c'est important de la respecter. Fait que les autres, ils passent à côté de la barre. Ils font le tour de la barre. Fait que depuis ce temps-là, j'ai fait jurer que tous les athlètes au gym allaient passer alentour de la barre, jamais ils allaient passer par-dessus. Fait qu'il y a peut-être quelques personnes à l'exception près là, qui vivent dangereusement. Là, je pense à Yves Bourseau que lui, toutes les fois que j'ai dit de ne pas passer par-dessus la barre, il m'a envoyé chier. Il dit « Je m'en crisse ». Ben ça, c'est une affaire que tu me dis. Moi, je passais par-dessus la barre là, au début, puis Mané, tu es venu me voir, tu m'as mis la main sur l'épaule, tu dis là, Phil, t'arrêtes ça. Arrête ça. Hey, en plus, ton deadlift, c'est ton pire lift. Là. Fait que, gars, si tu commences à respecter ta barre, peut-être que le petit Jésus du deadlift va te permettre de devenir plus fort, mais là, tu ne respectes pas. C'est sûr que le dos va te repéter prochainement, c'est clair. Fait que. Le pire, c'est que des fois, je pars pour passer par-dessus. Je fais « Oh, Chris, non, il faut pas que je fasse ça. » Non. Là, je passe à côté. Fais le tour. Puis là, on a commencé à chirer un peu, là, mais tu sais, à part le mofo, Joe, qui tu es? Tu sais, pourquoi le powerlifting? C'est tes premières années, là. Pourquoi pas la natation? Pourquoi le powerlifting? Ben écoute, moi, c'est le powerlifting qui est venu me chercher. Je n'ai pas décidé de faire du powerlifting. J'ai fait du powerlifting parce que ça m'a été
Écoute, c'est simple. Moi, j'étais un footballeur. J'ai fait 12 ans de judo avant. Je ne passerai pas vraiment longtemps là-dessus, mais moi, mon sport numéro 1, c'est le judo. À cause d'une blessure, j'étais vraiment sur l'équipe provinciale de judo. Je faisais des compétitions nationales. J'étais à un niveau compétitif quand j'étais junior au judo. Je pesais 60 kilos, pour te dire. Fait que c'était une autre vie. Là. Après ça, j'ai arrêté le judo à cause de blessures. Je m'étais fracturé le coude quasiment 2 fois. Mes parents capotaient. Bref, c'était pas une bonne idée que je continuais. Je commence le football, clairement moins dangereux. C'est pas mal le sport le plus dangereux que j'ai jamais fait. J'ai joué collégial. J'ai fait 3 saisons collégiales. J'avais été accepté d'un pré-camp universitaire à Sherbrooke, mais moi, je jouais D-line parce que j'étais super fort et j'étais rapide. J'étais DN, fait que, tu sais, collégial, ça faisait la job, mais universitaire, j'avais quand même réussi à me tailler une place au camp de sélection. Puis quand je suis arrivé au camp de sélection, ben bref, il y a eu des changements de coach. Il a dit, il faut que tu changes de position, il faut que tu t'en ailles halfback. Fait que, bref, moi, ça ne m'intéressait pas. Je me suis fait dire tout simplement que je n'étais pas assez grand pour jouer à la position que je voulais. Le gars, il me dit, et je cite, tu ne mesures pas 6 pieds, tu ne joues pas sa ligne. Va-t'en halfback. Fait que, il ne m'a même pas regardé jouer, il m'a juste dit, décalisse. Fait que moi, ça a vraiment été un échec là, total là, avec le football. Là. Ça n'a pas été une belle expérience. Je suis parti de là, je pleurais ma vie, mon gars. Ça a été un esti d'échec pour moi. Là. De me faire dire que j'étais trop petit pour faire quelque chose. Tu finis ta carrière collégiale, tu es au sommet de ta forme. Je me sentais en shape, puis c'est comme, ben là, OK, qu'est-ce que je dois faire? Fait que, bref, j'avais commencé mon bac à l'université en enseignement. Puis ça, au moins, c'était cet été. Puis il y a Joe, mon ami, il me dit, hey, je nous ai inscrit une compète de powerlift. Je fais, t'es-tu malade? Je fais, OK, man, j'embarque. Là, il me compte c'est quoi le powerlift. Il y a du squat, il y a du bench, du deadlift. C'était le championnat provincial de Sainte-Marie-de-Beauce de 2006. Fait que moi puis lui, on arrive là. Mon Louis Lévesque, arbitre le plus stiff qui est là, il nous accueille à peser. On n'était même pas sur la liste, on n'était même pas inscrit, il n'y avait même pas eu nos paiements. OK? Là, il dit, ben là, les boys, vous ne pouvez pas compétitionner, vous n'êtes pas qualifiés, vous n'êtes pas inscrits, vous n'avez pas de carte de membre. Ben, écoute, ça ne fera pas, là, vous pouvez pas, il faut vous en retourner chez vous, je suis désolé. Là, moi, je capote. On est monté là, on a couché à la veille. Moi, je m'étais fié sur Joe pour dire qu'on était inscrit finalement. Dans ce temps-là, 2006, tu retournes en 2006, c'était pas Facebook, là. Facebook, ça ne marchait pas. Là. Ça a été un petit peu plus tard. Là. C'était vraiment... on s'envoyait des lettres et des téléphones. C'était de même, là, les formulaires d'inscription. C'était un chèque en format lettre que tu envoyais. Puis, si je me sens vieux, c'est incroyable. Fait que... Il y a un monsieur, OK, Dieu est son nom, Feu Serge Charret, un dynamophile de Bécomo qui arrive à côté. Il me dit « Hey Louis, laisse-les compétitionner. Je vais m'en occuper. C'est mes 2 poulains. Ils ont du cœur. Ça va bien aller. Je vais leur expliquer comment ça marche. Laisse-les aller. » Fait que là, Louis, il dit « OK, c'est correct. On va les laisser compétitionner. » Fait que Louis nous a laissé compétitionner. J'ai raté mes 2 premiers squats. J'ai failli me tuer. Ça a été un enfer. Finalement, j'ai eu mon 3e. Des beaux souvenirs, par exemple. Ça a été la piqûre, mon gars. Là. J'ai sauté là-dedans à pieds joints. Puis j'ai jamais regardé en arrière depuis ce temps-là. Avais-tu de l'équipement ou t'étais arrivé genre t-shirt? Joe, non, on avait. Joe, il avait acheté de l'équipement quand même sur Elite FTS. On avait un mini-saut. C'était un singlet. Là. C'était carrément un singlet un petit peu plus tight. Là. J'avais des knee wraps. Puis c'est ça. C'est pas mal ça. On avait de l'équipement de base. Oui, dans le temps. En 2006, c'était pas encore. Ça n'avait pas switché au Raw. Oui, c'était. Non, c'était le Raw, c'est arrivé 2014. Fait que. Okay. C'était. Ouais. Non, c'était pas 2014, 2012, excuse-moi. Okay. De 2012 à 2013, c'est ça. La première coupe non officielle a été en 2012. Fait que en Suède. Fait que c'est là que c'est arrivé, là, le Raw. Fait que là, depuis ce temps-là, t'es rendu addict, là. Ah, depuis cette journée-là, tu sais, ça a été le début d'une belle histoire. Autant que, tu sais, moi, les coachs athlètes, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup que ça ne fait pas non plus. Puis, tu sais, moi, je voulais un gym pour m'entraîner. Puis, en même temps
que je m'entraînais, ben, j'ai commencé à coacher parce que ça me faisait un beau plan B. Puis l'enseignement, moi, j'étais très précaire. Fait que, tu sais, j'ai décidé d'ouvrir mon gym. Puis ça a donné que, tu sais, j'ai fait mon chemin comme ça. Puis aujourd'hui, ben, je suis bien content. Ça va bien. Les affaires vont bien. Ça roule. J'aurais une question. Oui. Ton nickname, là, Joe Bull, là, ça vient d'où, ça, le Bull, là? C'est Josh Bryant. Ceux qui connaissent peut-être Jay Strong Oui? sur Instagram, là, Gas Station Ready, là, c'est Ouais. lui qui m'a donné ce nickname-là. Parce qu'il m'entraînait. Lui, il m'a vu au Raw Unity en 2012. Puis il me disait, il disait mon nom, puis il disait, hey, you're like a bull, like a crazy bull. Il trouvait que j'étais intense. Là, il trouvait vraiment intense. Fait que c'est ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me nicknamer Joe Bull. Fait que ça a resté comme ça. Ce que tu me disais, c'est que tu étais un lever qui était vraiment intense, là, puis tu arrivais dans la compétition, puis le monde le savait que tu étais là juste parce que, avec ton attitude, là, tu déplaçais de l'air. Sérieusement. quand tu sais que tu es d'un meilleur, là, moi, j'ai toujours été très, très intense à la plateforme. Puis même encore aujourd'hui, peut-être que là, c'est pas le même type d'intensité parce que. Mais je suis un gars intense. Là. Si demain matin je décédais, tu aurais des gars des States qui m'ont vu compétitionner au Unity qui genre Janie Raw, Sam Bird, qui écrirait probablement un hommage à moi en disant que j'ai été un des seuls à sacrer en français durant l'hymne national américain avant compète. Parce que il y avait une juive de 13 ans qu'il fallait qu'il fasse sa compétition la même journée que nous autres. Elle utilisait le rack que je prenais pour me warm-upper. Puis j'étais en retard dans mes warm-up à cause d'elle. Fait que j'étais en tabarnak, pas besoin de te dire. Puis je invoquais tous les saints du Seigneur pendant que l'hymne national était en train d'être chanté par quelqu'un de l'autre côté. Moi, j'étais là, tabarnak de calice. Puis je me craquais comme un asti de mon gars. J'étais tout seul comme un rat. Ah, c'était quelque chose. Mais c'est des beaux souvenirs, effectivement. Là, on parle de Raw équipé. Moi, sûr que dans le podcast, Joe, j'en parle de temps en temps. J'essaie d'initier des apôtres supplémentaires à la secte équipée. Mais comment tu décrirais ça, toi, mettons la différence entre Raw et équipé? Là, pour quelqu'un qui fait juste à regarder des benchers puis des squat suits puis qui sait pas trop c'est quoi le feeling? La différence principale, il faut que tu vois le powerlifting équipé, c'est le sport extrême du powerlifting. C'est un autre level. Là, déjà là, c'est quand même un sport qui est quand même assez extrême en soi, de faire une charge maximale, de te mettre la charge la plus lourde que ton dos peut lever pour éviter que tu casses en deux. Déjà là, c'est quand même un sport assez brutal en soi. Mais là, ajoute à ça un suit puis des knee wraps qui vont faire que tu vas probablement être capable de mettre plus lourd, pas mal, mais ton corps a quand même la même charge sur le dos. Là, fait que là, tu as la tête qui veut exploser, tu as les yeux qui veulent exploser. Finalement, c'est encore crissement plus inconfortable. Puis, tu as une espèce de sentiment de vouloir imploser à tout moment. Mais c'est ça. C'est le sport extrême du powerlifting. Parce que là, tu n'as pas juste toi, ton singlet et ta ceinture à gérer. Tu as toi, ton suit. Mettons qu'on parle de bench, tu as ton bench shirt. Si ton bench shirt, tu t'es entraîné avec, puis tu n'es pas au même poids à peser que quand tu t'es entraîné avec, tu es juste 2 livres de moins, ça va faire une différence. Il va être moins tête, il va moins t'en donner. Puis ton handler, si ton handler il est mauvais, puis il n'a pas d'expérience, puis il ne sait pas comment c'était ton gilet, c'est un autre facteur. Il y a plein d'autres facteurs qui s'accumulent à ça sur ta performance. Fait que c'est pas juste toi. Là, si, exemple, là, je prends les meilleurs pays, là, ils ont des handlers qui sont payés pour aller aider le monde. Là. Moi, mon dernier national, j'avais personne pour mettre mes knee wraps, man. C'est assez fucking loser, là. J'ai mis mes knee wraps moi-même, là. J'étais brûlé avant d'aller faire mon essai, là. Fait que, c'est vraiment, là, ça dépend de plusieurs facteurs. Le sport, le powerlifting équipé, c'est un sport d'équipe. C'est vraiment, il faut que tu travailles en équipe.
Normalement, quand on bench en gilet, on bench en équipe. Il y a tout le temps 3-4 personnes qui ont des gilets de bench qui bench. C'est des breaks de 10 minutes entre chaque série. C'est des trainings de 4 heures. Ça finit plus de finir. Déjà là que c'est long de s'entraîner là, équipé, c'est 2 fois plus long. Mm. Fait que c'est un autre dynamique. C'est vraiment une autre planète. Mais moi, j'aime ça, démontrer que c'est le sport extrême du powerlifting. Puis on est chanceux, on a 2 sports dans un. Comme moi, tu sais, je suis un athlète vieillissant. C'est sûr que j'aime ça compétitionner RA. Mais le RA d'aujourd'hui, écoutez, là, on ne se cachera pas, là, le niveau est rendu extrêmement élevé. Puis, moi, je tombe en ruine. Fait que, tu sais, j'essaye de keep it up, de compétitionner RA avec les jeunes poulains comme Phil, comme les nouveaux 105, le Nation of Domination de Montréal. Sérieusement, les gars sont forts en tabarnak, ça n'a pas de maudit crise de bon sens. Fait qu'à un moment donné, ben là, tu sais, moi, c'était plus avantageux pour moi que je m'entraîne équipé. Premièrement, parce que quand je m'entraîne équipé, mes articulations sont soutenues. Fait que j'ai plus de douleur articulaire. Quand je m'entraînerai, j'ai mal aux hanches, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à la vie. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu veux continuer de t'entraîner, ben, moi, c'était ça qui était la meilleure option pour moi de m'en aller équiper. En plus, je suis compétitif. Fait que moi, j'ai la chance que l'équipement m'en donne énormément. Fait que c'était, tu sais, c'est niaiseux à dire, mais j'ai pris à peu près 10 livres de masse musculaire dans les derniers 4 mois depuis que j'ai recommencé à m'entraîner équipé. Parce que mon corps s'adapte à l'overload extrêmement bien. Mes lift throws, ils montent. Tu sais, ça a un avantage de s'entraîner équipé. Puis, particulièrement, je finis là-dessus, les gens qui ont de la misère à développer leur bench, l'overload au bench, mon gars, tu sais, je pense que Charlie, tu peux même en témoigner, c'est un carry-over direct là, dans les 2 premières années. Là, ça marche, je te jure. Moi, avant, mon premier 4 plates que j'ai fait, j'avais commencé à bencher en gilet genre 4 mois avant. Puis j'avais jamais fait 4 plates au bench de ma vie, posé. Le plus que j'avais fait, c'était 3 plates 25. Puis je suis arrivé un soir, j'ai enlevé le gilet, on a fait un max raw, puis j'ai smoké 4 plates. Fait que tu sais, j'en avais même pas eu conscience. Ouais, non, c'est vraiment spécial le bench shirt. Puis tu sais, juste, tu t'en as parlé un peu de la masse musculaire. Depuis que je t'ai équipé, là, mon upper body là, est en train d'exploser. J'ai les épaules rendues comme des boules de bowling comparé à avant. J'ai les traps qui pop. Puis quand que je bench raw, puis tu sais, je m'entraîne pas pour ça, je m'entraîne pour utiliser un bench shirt, mais mon bench raw, il monte. Là, des affaires que je faisais en meat puis que je pouvais le grinder, c'est rendu juste le quotidien. C'est banal. Puis c'est rendu même pas épeurant. Parce que quand tu es obligé de unrack 500 livres, quand tu unrack 400, t'es comme, ton système nerveux est comme, c'est léger, let's go. Ça fait léger. Là. Fait que, mettons, toi, tu dirais à quelqu'un, ben, mettons, Raw, s'il va overload, de juste se mettre un slingshot, faire du slingshot dans la semaine. Parce moi, sérieusement, là, dès que c'est bon que tu parles de ça parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent ah, slingshot, c'est de la merde. C'est pas de la merde. Le slingshot, tu ne sais pas t'en servir, cabochon. C'est ça qui se passe. Le monde ne sait pas se servir d'un slingshot. Premièrement, un slingshot, tu ne sais pas t'en servir, c'est calissement dangereux, OK? Parce que tu peux te ramasser avec une barre d'en face. Moi, les 3 quarts du monde que j'ai vu utiliser un slingshot, qui n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, là, il set un peu tout croche. Le slingshot, le groove, il est réparti un peu partout. Fait que, même s'il est mal mis, tu vas être capable d'avoir un petit carry-over, puis même, tu vas avoir l'impression qu'il te nuit. Et quand tu sais comment te servir d'un slingshot, tu es capable d'aller chercher 10% à 15% de plus que ton max bench. Là, on commence à jaser. Là. Puis là, ça commence à faire un overload dans tes mains. Si ton max bench est une plate 25, puis tu mets slingshot, tu mets une plate 30, non, ça ne marche pas. Là. Moi, je parle vraiment d'un overload majeur là, de 5-10%. Fait que, tu sais, se servir d'un slingshot, qu'est-ce que ça fait? Ça t'apprend à avoir plus lourd dans les mains continuellement. Tu sais, la tension est répartie. Là, tu sais, c'est pas parce que tu as plus lourd dans les mains que tu vas descendre puis ça va. Ce que je veux dire, c'est que la tension, elle va diminuer. Tu développes du contrôle puis tu développes une stabilité là, que tu n'as pas normalement avec une charge que tu iras. Ouais. L'overload en haut, là, les triceps, là, ça paraît énormément. Si tu es capable de ripper, si tu es une fille, ton meilleur bench, c'est une plate 25, puis tu veux faire 2 plates, puis tu es capable de faire 2 plates 5, 2 plates 10, quand tu vas déraquer 2 plates raw, tu vas être confiante. Là. Tu vas faire OK, c'est pas de l'inconnu. Je sais c'est quoi avoir ça dans mes mains.
Fait que j'ai vraiment, vraiment eu des bons résultats avec mes athlètes, avec le slingshot. Puis moi, l'overload, c'est quelque chose qui est présent continuellement dans ma programmation avec mes athlètes de niveau intermédiaire puis avancé. Beginner, tu sais, build de l'hypertrophie, construis-toi un bench. Là. Après ça, on en mettra un en temps et lieu. Mais dès que tu commences à faire un petit peu de compétition provinciale et plus, là, slingshot, c'est un outil qui est nécessaire, selon moi, pour développer un bench plus rapidement. Ouais, c'est plus facile à utiliser qu'un bench shirt parce que aussi une affaire que les gens pensent, c'est que c'est facile d'utiliser un bench shirt. Ils voient ça comme un slingshot, genre t'amènes ça au chest puis pop. Mais juste être capable d'amener ça au chest en tant que tel sur une médaille, c'est juste le filet, c'est tellement différent. Puis c'est brutal, là. C'est pas de quoi de confortable pantoute, là. Non, c'est extrêmement très, 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 très pas confortable. Puis, tu sais, comme je le disais, un slingshot, le groove, il est réparti partout sur une bande élastique. Tandis qu'un gilet de bench, le groove, c'est aussi mince qu'un point là, spécifique. Là, si tu vas trop bas, tu en as moins. Si tu vas trop haut, tu vas te péter la gueule. Puis si tu vas juste à la bonne place, ça va faire pouf, ça va partir comme une fusée. Puis c'est pour ça aussi que je dis aux gens qui veulent essayer le gilet de bench, je les encourage à le faire parce que ça développe ta technique, mon gars. Là, tu vas développer. Puis là, je ne parle pas d'un gilet low cut, super katana extrême, mais mettons, on commençait avec un F6. Ça va t'apprendre à bencher avec une technique parfaite. Ça va vraiment. Après ça, tu vas arriver pour bencher, puis ça va y aller au toast. En équipement, c'est ça que ça fait. Même le squat, deadlift, ça t'apprend de positionner avec la position parfaite pour travailler avec l'équipement. Fait qu'après ça, quand tu te transfères ben, ça donne des bons patrons moteurs. Ça, c'est sûr que ça donne ça. Mais c'est cher, l'équipement. C'est un luxe s'entraîner en gear aujourd'hui. C'est très dispendieux. Non, c'est du top. Mettons, vous autres, les deux, vous êtes avec les équipements de Titan, je pense? Oui, absolument. Oui. Pas mal. Puis sinon, le F6, c'est-tu que tu disais, c'est qui fait ça? C'est Titan. C'est le gilet d'entrée de gamme. Alors, OK, premièrement, OK, Titan, on achète tous nos équipements à Louis Lévesque de Titan Canada. Merci Louis de toujours nous encourager. Et comment je pourrais dire ça? Les meilleurs au monde prennent Titan. Fait que pourquoi pas prendre autre? C'est moi quand même. Non, mais tu sais, t'as tous les top médaillés qui compétitionnent avec des super centurions. OK, Windsor, ils font des bons sous, mais moi, je prends ce qui marche. C'est sûr. Je ne me pose pas de questions. Je suis 100% sûr que ça marche. J'ai vu un gars squatter 900 livres avec. Bon, ça doit marcher, j'imagine. Fait que c'est ça. Tu sais, maintenant, c'est pour ça que Titan, c'est les leaders en termes d'équipement. Ils envoient des palettes full de stock en Ukraine et en Russie. Puis là-bas, c'est ultra, ultra, ultra utilisé. Fait que ça marche, mon homme, je le confirme. Il faut savoir s'en servir. Parlant de la Russie, tu n'avais pas une petite histoire de voyage? Ah, ben là, ouais, c'est ça. Je n'ai jamais parlé. Ben là, moi, j'ai participé au championnat du monde classique en 2013 à 105 kilos en Russie. Fait que, tu sais, j'avais gagné le championnat canadien. Je m'en niais pour ça. J'avais vraiment, là, focusé ma vie alentour de ça. C'était vraiment, j'étais parti avec Jessica Benedetto. Jessica avait gagné elle était 63 ce championnat-là. Après ça, elle est descendue 57. Fait que, c'était sa première année vraiment là, compétitive. Là. Fait que, on part tous les deux. Puis écoute, ça va bien, on est craqué, on arrive dans l'avion. Moi, on avait un transfert en France, Paris, Moscou. Puis dans l'avion, j'ai mangé, je pense, un saumon parmentier, une affaire de même. Puis, man, ça n'a pas fait. J'ai pogné une bactérie, je ne sais pas comment, peut-être en buvant de l'eau. Je me suis mis à me vêler, mon gars, à chier ma vie, man. OK? J'étais à 3 jours de ma compète. Tu t'en vas en Russie, là, OK? Là, ça a été compliqué d'aller là-bas. Là. C'était avoir des visas. Il a fallu travailler avec l'agence consulaire. Ça a été un hostie de chiard. Ça a pris 6 mois avant qu'on reçoive nos passeports. C'était vraiment compliqué. Là. Fait que, tu sais, déjà là, passer douane, pour moi, c'était vraiment stressant. C'était quelque chose que
T'es en Russie, là. T'es pas aux États-Unis, là. T'es pas chez vous, là. T'es un intrus, là. Fait que, écoute, j'ai passé le vol, là, je te le dis, là, le vol de Paris-Moscou, je l'ai passé dans la cabine de la toilette à chier et à vomir. Je chiais, là, je te jure, c'était orange fluo, là. C'était la couleur de mon crayon plomb. C'était fluo, là. Je vomissais à la même couleur, ça n'avait aucun bon sens. C'était l'enfer. Puis, tu sais, là, maintenant, tu viens faible à te déshydrater de même, là, tu sais. Là, j'étais là, Chris, il faut que ça arrête, là, tu sais, là. Puis, moi, j'avais pas eu la brillante idée de m'amener des pédialytes ou de m'amener je m'étais juste amené des Imodium. Mais, tu sais, prendre un Imodium quand tu as une bactérie, c'est pas recommandé. Tu sais, il faut que ça sorte, là. Fait que, faut que tu te vides le temps que tu te vides, là. Fait que, on réussit à traverser les douanes, OK? Les douanes en Russie, là, ça a quand même très bien été. Ça a été. Elle m'a demandé mes papiers en russe. Écoute, je ne comprenais rien. J'ai fait ça mécaniquement. J'ai montré les affaires à STMP. Crissé mon camp. Ils ne parlent pas en anglais là-bas. Là. Tu t'adaptes. C'est vraiment particulier. Tout est écrit en Russie. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te traduire quelque chose. Là. Il continue son chemin, puis tu es un intrus. Là. Fait que le gars de la compétition vient nous rejoindre. On pensait qu'on avait peut-être une demi-heure, une heure de bus à faire. Moi, entre-temps, à l'aéroport, je croise une petite pharmacie. Je rentre là-dedans. Je demande, OK, je fais juste le regarder en faisant. Elle me donne des pelules, mon gars. Je sais même pas c'est quoi. Elle me donne un paquet de pelules. Elle dit. Des antipsychotiques. Elle me donne ça. Je m'en pop 2 en espérant. Puis, tu sais, ça a quand même rien fait de pantoute. Fait que on sort dehors, tu sais, à Moscou au mois de juin, tu sais, on dit, hey, Moscou, ça doit être frais, là. Tu sais, ça doit ressembler au Québec. Hey, il faisait genre 32 degrés. Moscou, là, il y a du monde là-bas. Là. C'est pas Montréal. Là. C'est aussi gros que New York, là. C'est énorme. Là. Fait que, on était en pleine heure de pointe à Moscou, mon homme. Il y a un autobus qui, tu sais, on attendait avec. On était avec une gang de. Il y avait des Français de France, il y avait des Finlandais, il y avait des Suédish, il y avait les Samoins. Il y avait toutes sortes de monde qui étaient avec nous autres, qui attendaient de monter dans le bus pour se rendre au site de compétition, qui était à Susdal, qui était vraiment le trou perdu des villes de genre 400 habitants maximum, même 300 habitants. Fait que on part de Moscou, on pensait que c'était une demi-heure de bus, c'était 3h30 de bus, man. Mais là, c'était pas un intercar qui est venu nous chercher, c'est un autobus jaune, man, on dirait, genre qui datait de 79, avec un espèce de toit ouvrant gigantesque sur rail. Il faisait, man, 45 à 50 degrés là-dedans. Moi, j'étais blanc comme une pinte de lait. Je vomissais ma vie dans un sac de carton. Pendant le voyage, man, il y avait une petite Finlandaise à côté de moi que je trouvais cute qui me regardait et qui faisait... J'étais la vidange humaine de ce voyage-là. Bennett, elle me regardait, elle a dit, Joe, tu vas crever. Les Français étaient là. Ouais, mais il va crever, là. Arrêtez-le, putain, là. Trouvez-lui des médocs. C'était le pire voyage de toute ma vie, man. Fait que j'étais à 3 jours de ma compétition. J'ai perdu 11 livres en 48 heures, pour te dire. Fait que, tu sais, là, quand tu dis que ça va mal, là, quand tu penses que ça va mal avant une compète, rappelle-toi que je suis allé faire un championnat du monde et que j'ai perdu 11 livres en 48 heures, une journée avant ma compète. Fait que là, tu sais, moi, je me dis, bon, ben là, on arrive au site de compétition. OK, j'arrive dans la chambre d'hôtel. L'organisateur de la compétition, qui est encore très actif aujourd'hui dans la fédération, Sergei Ivanov, il me trouve de l'eau minérale, mais tu sais, l'eau minérale, il y a rien de ça de l'eau minérale là-bas. Il y a de l'eau minérale, la vodka et du Pepsi. C'est tout ce qu'il y avait. OK, fait que tu vas d'un dépanneur, là, c'est de la vodka, du Pepsi, de l'eau minérale. Fait que des pédialytes, ça n'existait pas. Je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas ça là. Il n'y avait pas de Gatorade, il n'y avait rien. Fait que là, je me faisais dégazer de l'eau minérale, puis je buvais de l'eau minérale comme un innocent. Fait que là, on avait hâte de déjeuner le lendemain, voir c'était quoi qu'il y avait à la carte de déjeuner. C'était du bacon pas cuit, des saucisses stimées, du lait chaud, puis des céréales pour 17 $ US. Fait que, écoute, ça a été très dur de me réhydrater puis de manger des affaires convenables pour que je reprenne du poids. Et j'ai même eu l'espoir. J'ai vu un coach américain se promener avec une boîte de pizza. J'ai fait, hey, ça y est, j'ai dit, je vais me
coller de la pizza. Je lui dis, je vais le voir. Où t'as collé ta pizza? Il dit, va au front desk, demande-lui qu'il te colle la pizza. Excellent. Fait que là, j'avais l'espoir de me réhydrater en mangeant de la pizza et tout ça. Je colle la pizza. Il t'arrive une Lada, man, décalissée, genre, esti, man. Je comprends même pas comment ça se fait qu'elle roulait avec un gars avec 2 dents dans la gueule qui débarque. J'avais collé 8 pizzas parce que je me suis dit, ben là, je vais manger des pizzas tout le reste de la semaine. Il m'arrive avec les 8 pizzas, mais il y avait 3 boîtes. Fait qu'il avait empilé les pizzas une par-dessus l'autre. Je te montrais à quel point c'était trash. Des pizzas pochettes, esti. C'était des pizzas pochettes empilées dans. C'était des pizzas genre de 9 pouces empilées une par-dessus l'autre parce qu'il n'y avait pas de boîte. Le gars, pas de dents dans la gueule, je le vois encore arriver, man. Oh mon Dieu. Le Bennett était mort de rire, elle riait de moi. Puis là, les pizzas, je pensais que c'était une pepperoni fromage. Là. Non, non. Là, il y avait comme une espèce de sauce béchamel avec bien de la coriandre, OK? Le fromage n'était pas cuit. Hey man, c'était dégueulasse. Il y a 7 pizzas qui ont fini. Puis là, je prends la première, puis j'avais donc hâte, puis j'étais donc content de dire au monde que j'allais avoir de la pizza. Je prends ma première bouchée, puis je suis comme, est-ce que c'est pas mangeable? Bennett a dit, tiens, je donne la pizza à Jess, elle mange, elle me regarde. C'est dégueulasse. On a tout collé ces pizzas dans le parking, c'est les mouettes qui les ont mangées. Fait qu'écoute, la journée de ma compétition, là, j'étais très, très désespéré. J'étais cerné jusqu'aux oreilles. J'ai quand même réussi. J'ai fait 250 kicks semi-mort. Dans ce temps-là, je squattais pas loin de 260 peut-être. J'ai quand même benché, je pense, 190 demi-mort. Puis j'ai deadlift, écoute, j'étais plus là. Il n'y a rien qu'à lever, man. C'était une compète de marde. Fait que c'est mon expérience en Russie. Après ça, ce qui était le fun, par exemple, c'est que c'était un complexe sportif. Puis le soir, il y avait une grosse salle commune. Puis il arrivait, man, avec des bacs remplis de vodka. Fait que je me suis saoulé pendant 3 jours gratis, mon gars, sur la vodka avec des Australiens. T'étais déjà scrap en partant, ça devait fesser en sacrament. Je suis saoulé, je te jure, 4 jours back-to-back. Tout le reste de mon voyage, j'ai été sous. Jess, ça semblait me trouver. Il était 3 h du matin, j'étais bien sous. On est parti, OK, à notre dernière journée. J'étais encore chaud qu'en bus pour nous ramener à l'aéroport. T'es arrivé. J'avais bu toute la nuit, je ne m'étais pas couché, man. J'étais pas du monde. J'étais rendu une vidange. Le soir, c'était la honte, là, vraiment. Ça allait pas bien. Non, tu sais, rien fait de déplacer, là, mais tu sais, quand c'est rendu que tu fumes des tops avec des Kazakhstanais, là, sans parler, là, c'est parce que là, ça va sans mal. Parler. C'est surtout sans parler. Là. Sans aucun discours, là, c'est ça. C'était très particulier comme voyage. L'autobus s'en vient. Moi, j'étais sur le party avec des Australiens et des Irlandais. Finalement, je n'étais même pas dans le bon bus, man. J'étais tellement chaud et désorganisé que j'ai oublié mon bagage, tout mon stock de powerlifting dans l'autre, dans le mauvais autobus. Fait que je suis parti avec Jess. J'avais juste mon linge, heureusement, puis j'étais assez lucide pour d'avoir un carnet pour garder mon passeport sur moi, mais tous mes affaires personnelles sont restées en Russie. Fait que j'ai laissé une partie de ma vie en Russie. Puis là, la beauté de la chose, c'est que c'est pas terminé. C'est que là, on part, OK, avec l'autobus, une espèce d'autobus qui était moins trash que l'autobus jaune qui nous a amenés initialement. Mais là, il est rendu peut-être 5 h du matin, je commence à dégriser. L'autobus stall, tabarnak. Là, j'ai la même gang de Samoins, Français, puis tout. Ils nous disent qu'il faut débarquer, ramasser nos valises, puis marcher à peu près 1 kilomètre pour se ramasser d'une gare de train, pour finalement prendre le train pour se rendre à l'aéroport. Hey, t'imagines-tu la panique? Okay, là, je filais plus. Le Jess, ça filait plus non plus. Il était genre 6 h du matin. On est perdu d'un esti de ramen dans le fond de la Russie. Là. On n'est pas d'une ville, là. On est dans un rang. Là. Okay, là. Ça va mal. Fait que là, on a nos valises, puis on marche. Moi, man, je suis dégrisé. Je suis encore chaud. J'ai dit, ça y est, on va se faire tirer ici. Hey, on est avec des Samoans qui sont en babouche, man, d'entrée, pour te dire à quel point c'est weird, là. On arrive finalement à la gare, qui est quand même pas trop loin, heureusement. Hey, là, il y a toutes sortes de monde là-dedans. Là, il y a des pas dedans, des bonnes femmes qui tricotent. Là. C'est vraiment spécial. Le monde est pauvre en Russie, là. On n'était pas à Moscou, là. On était dans un village éloigné. Là. On était des inconnus. Là, puis tu n'es pas le bienvenu là-bas. Là. Genre, je voulais prendre un taxi. Là. Le taxi sauvait quand je parlais, là, pour te dire. Ah ouais. Fait que je me trouvais loin de ma mère en tabarnak. Là. Fait que
j'étais avec Jess. Une chance que Jess était avec moi, là, parce que c'était l'enfer, sérieusement. On achète nos billets de train. Écoute, on comprend rien. Okay? Moi, tout ce que je sais, c'est que Moscou, c'est Moscou-Bas, puis qu'il faut s'en aller à Moscou-Bas. Fait que là, je dis, bon, ben Moscou-Bas, on ramasse nos billets, on se retourne, on a perdu tout le monde, man. Il y avait tellement de monde dans cette petite gare-là. On reconnaît personne, OK? Tout le monde est parti. Il y a 2 trains qui vont au sens inverse. On sait même pas dans quel bord, dans quel train qu'il faut aller. Je demande à du monde, ils se sauvent, ils m'ignorent, man. Fait que on rentre dans un train, puis on prend un guess. Hey, je pleure ma vie, là, je te le dis. Là, je suis dégrisé, puis là, ça va mal. Là, je suis fatigué. Là, je veux m'en aller chez nous, man. Je prie ma mère. Je suis comme là, je veux me retourner chez nous. Si je t'écœuré. Crise de voyage de marde. Fait que j'étais rendu à en prier ma mère. Fait que, bref, je me vire. Il y a un gars, man, bizarre, qui me dévisage, man. Puis il me regarde, puis il me dévisage sans arrêt. Je suis comme, on tabarnak, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'avais un gilet de Matt Ball, qui est un gilet d'un groupe hardcore qui est connu mondialement. Fait que le gars, maintenant, man, il s'approche, il vient me parler. Je me dis, Chris, c'est qu'il veut, il veut me poignarder, lui, tabarnak, il veut me voler. Finalement, il tripait sur mon gilet parce que lui, il écoutait du hardcore, puis c'était un straight edge. Fait que là, j'ai dit que j'étais un fan de musique hardcore, que j'avais un groupe de musique qui comprenait quelques mots anglais. Fait que, man, ça a comme cliqué, là. Je me suis fait un chum que lui, il n'avait jamais vu personne en Russie avec un gilet de ce groupe-là. Fait qu'il était comme tabarnak, c'est quoi cette affaire-là? Fait que la musique me sortit de la merde. Ce gars-là, il m'a dit qu'on était dans le bon train. J'ai jasé avec pendant peut-être une demi-heure avec Jess, puis c'est là que ça a commencé à bien aller. Après le meet, ça fait va que là, bien. au moins, on sait qu'on est dans le bon train. Mais là, écoute, on est dans le bon train, mais on ne sait pas pantoute par où on s'en va. Là. Fait que, tu sais, là, puis se démarder, man, c'est vraiment, vraiment, vraiment très difficile. Tu sais, il n'y avait pas Google Maps sur nos téléphones, là, comme aujourd'hui. C'était vraiment plus compliqué que ça. Là. Fait que, on arrive, on transfère de train, il y a un transfert de train, puis là, on est en route pour s'en aller à Moscou. Puis il s'assoit à côté de Jess, une petite fille là, super délicate, écolière, clairement, dans vingtaine, qui rit à tous les fois que je parle à Jess, que je parle en français. Je me dis, on tabarnak, pourquoi qu'elle rit, elle? Pourquoi qu'elle rit? Puis là, je me rends compte, son cahier en français, c'est écrit en français, genre école de langue de Russie. Fait que là, j'ai demandé, est-ce que tu parles français? Elle me dit oui. Fait que, man, j'étais-tu content de parler à quelqu'un en français, tu penses? Si on pleurait de toi, moi puis Jess, là. Fait que, heureusement, elle a tellement été sympathique, man. Tu sais, quand je t'ai dit que j'ai prié ma mère, là, OK, elle est venue nous porter au pied de notre hôtel, man, sans même nous demander une scène. Elle nous a fait visiter le métro de Moscou. On a réussi à se démerder avec. Elle est venue nous porter au pied de notre hôtel. J'étais tellement content. J'ai offert 300$, puis elle l'a laissé à terre, et elle est partie. Puis j'y parle encore de temps en temps sur Instagram aujourd'hui. Là, ça s'appelait Yaroslava. Je capotais, mon gars. J'ai eu un ange gardien. On a eu un ange gardien ce journée-là. Là. Le métro de Moscou, là, c'est genre 2 fois plus gros que le métro de New York. Là. C'est énorme. Là. Fait que on a été vraiment chanceux de l'avoir. On a eu de la chance dans notre voyage. Puis après ça, là, ça a été le début de la beauté parce que là, on était sur la Place Rouge, on avait un hôtel 5 étoiles sur la Place Rouge. Écoute, ça avait coûté genre 800 US la nuit, mais une fuck off. On en profite, là. On avait des valets, man. C'était vraiment super luxueux. Puis ça a fini mon voyage en Russie comme ça. Mais tout qu'un hostie de voyage dans check dans ma vie, je ne retourne plus là. Ça, c'est ma prochaine question, c'est t'aimerais-tu y retourner? Non. Non, terminé. J'ai donné pour la Russie. Juste le processus d'aller là, c'est boire. Ah, c'est compliqué. Ça te prend 6 mois juste pour savoir si tu peux y aller. Ah, j'ai vu des affaires louches là-bas, mon gars. Tu sais, il y a une espèce de... Il y a un Australien, un militaire australien qui s'est fait voler son passeport. Fait que là c'est le drame là-bas. Là, OK? Là, ça, je m'en rappellerai tout le temps. On est tous dans la salle commune, puis tu sais, t'as la team d'Australie qui capote, que là, lui, c'est un militaire, puis que là, c'est comme vu comme une espèce de représailles. Là, je me souviens très bien d'avoir vu l'organisateur de la compétition
Il est venu, man, 2 astis de gros gars louches en troc noir. Je sais pas ce qu'ils se sont dit. Ils sont revenus une demi-heure plus tard, man, il y avait le passeport dans les mains. Ah ouais. Oui, man. Tabarnak. C'était vraiment, Ça- vraiment, vraiment bizarre, sérieusement. C'était... la Russie, ça niaise pas, man. C'est vraiment spécial. Fait qu'il est arrivé des drôles d'affaires, là. Ben, c'est la place pour ça. Là. Quand tous les affaires sketch sur Internet, c'est souvent en Russie. Là. Oui. Mais très beau pays, écoute, c'est vraiment beau, mais c'est ça. C'est quand tu dis que tu veux caller un taxi, mais que le taxi se sauve, là, parce que les gens, ils ont peur des touristes là-bas. Là, ils sont comme, pas à Moscou, là, mais dans les villages, là. On n'était pas tant le bienvenu. Là. Il était comme genre, des gens qui ont connu la guerre, là. C'est ça. Ouais, Ils ont, ça donne pas envie. les... Mais tu as parlé d'un petit point que tu as mis dans ton histoire, tu sais, la musique, toi, dans ta vie, ça prend vraiment une grosse place. Là. Justement, tu as mentionné que tu avais un groupe. Ben là, tu l'as plus, mais si jamais, toi, dans le fond, tu étais guitariste. Ouais, moi, j'ai joué de la guitare dans un groupe de hardcore durant quasiment 10 ans. Puis, tu sais, on a quand même tourné beaucoup au Québec. Là. On a eu nos shows. Là. On a fait des tournées Québec, Montréal. On a fait au moins à peu près entre 60 et 80 shows. Puis, on a même joué aux États. On a vraiment eu du plaisir à jouer de la musique. Là. C'était vraiment une belle époque. Puis, c'était vraiment avec la scène hardcore qui était quand même très forte au Saguenay dans le début des années 2000. Puis, on a vraiment aidé à développer ça aussi. Puis malheureusement, il n'y a vraiment pas grand-chose présentement. C'est très mort. Mais c'est vraiment la musique, moi, ça a toujours été une façon de jeter mon fou, comme on peut dire. Puis, tu sais, j'ai un répertoire musical très, très, très vaste, mais pour jouer de la musique, on a vraiment toujours joué de la musique heavy. C'était vraiment heavy ce qu'on jouait. Ben là, tu t'es mis... Sur YouTube, marqué X, la Familia X. Vous voulez voir c'était quoi? Si vous voulez voir, on partagera ça, Charlie. Oui. Ouais. Hey, Joe, il est tout petit, là. C'est drôle. Mais t'as recommencé à jammer un peu, là, jouer de la bass, tout ça. Ouais, j'adore la musique. Puis là, justement, je te remercie de m'avoir prêté une bass. Ça me renouer avec mes premiers instruments. Mais non, premièrement, en temps de COVID comme ça, tant qu'à attendre la mort chez nous, à rien crisser, je jette mon énergie ailleurs. Là. Ça fait du bien, puis c'est sain comme activité, là, puis ça travaille la mémoire, ça stimule mon gars. Là, je sors de là, je suis bien de bonne humeur. Là. Que de bonnes vibrations. Hey, tant qu'à parler de voyage sketch, parce qu'on a parlé tantôt des gyms, le MoFo, c'est pas mal un emblème au Québec, mais tu as quand même voyagé en Ohio pour aller t'entraîner dans un gym. Ton expérience chez Westside Barbell, comment tu as vécu ça? Ah, c'est un beau trip aussi, ça. C'est intéressant. C'est cool. Tu m'en parles. J'ai été 2 semaines au Westside en 2011. Puis je me suis entraîné avec Louis Simmons pendant 2 semaines de temps. Puis, tu sais, moi, je n'ai que du positif à dire de ce gars-là, tu sais, même s'il est très controversé. Moi, j'ai été là, il m'a accueilli, mon gars, là. Ben, premièrement, quand je suis rentré, je n'étais même pas annoncé, parce que là, c'était pas mainstream comme aujourd'hui, là. Je suis rentré là, tu sais, il n'y a pas d'affiche, il n'y a rien. Je dis, je viens m'entraîner. Le gars qui était à la porte, il s'entraînait. Il dit, non, tu ne peux pas t'entraîner ici. Je fais, oui. J'ai fait 14 heures de char. Je te jure que je m'en viens m'entraîner ici à matin. Puis je savais que le AM crew, le morning crew s'entraînait à 6 heures. Fait que moi, j'étais là à 6 heures le matin. Il s'entraînait à 8 heures, puis il allait déjeuner à 6. Fait que, ils sont arrivés. Louis Simon est arrivé. Il a dit, OK, ben écoute, je vais te laisser faire un training. Si tu es assez fort, tu resteras. Sinon, ben, ça sera terminé. Fait que, man, j'ai été chanceux. Je me suis entraîné avec le morning crew. Puis j'ai fait le deuxième plus gros bench ce matin-là. Puis, tu sais, c'est pas compliqué. Il se calisse de toi. Quand je te dis se calisser de toi, là, il s'en calisse jusqu'à temps qu'il se rende compte que tu sois fort. Fait que, tu sais, il y avait un autre gars, mettons, qui était avec moi, qui venait de l'extérieur aussi, qui était là. Puis c'était vraiment une petite guenille, et puis il s'en calissait. Là. Il n'a même pas adressé sa parole. Je ne sais même pas s'il l'a regardé. Là. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai vu que j'ai battu un gars
gars, dans le move de Max Effort, on a fait un reverse bend au bench ce matin-là. Future méthode. Ouais, future méthode. Fait que j'ai réussi à faire un esti de bench la mort, man. Ce journée-là, j'étais wiré en esti. Fait que, moi, quand j'étais un show-off, quand j'ai du monde à impressionner, ça a sorti en crise ce matin-là, mon gars. Puis, ça a fait. Fait qu'il a dit, OK, let's go. Là, il s'est mis à s'intéresser à moi, ce que je faisais. Il s'est mis à me donner. Il me programmé mes trainings pendant 2 semaines. J'étais supposé rester là 2 jours. C'est ça, il faut que vous compreniez. Là. Fait que finalement, il a dit, OK, il a payé mon hôtel pendant 4 jours. Il nous a payé à déjeuner. Il nous a payé à souper. Écoute, là, il a été généreux. Il m'a donné tous ses livres d'entraînement. Il m'a donné un saut parce que lui, son but, c'est de populariser sa méthode à travers le monde. Fait que c'est lui, son but ultime, c'est ça. C'est ça qui le drive. Fait que lui, c'est le multiply, c'est les monolithes, c'est ça qui l'intéresse. Fait que lui, il m'a donné un saut, même, pour que je m'entraîne, puis que je commence à coacher du monde. Mais tu sais, j'ai jamais mis ce saut-là. Tu sais, quand je suis revenu chez nous, j'ai bien vu que c'était une autre planète. Tu sais, si sérieusement, j'étais resté là-bas, j'aurais embarqué avec eux autres, là, parce que c'est plus grand que nature. Tu es d'une gang, tu es dans quelque chose de. Tout le monde fait la même affaire. Tout le monde est convaincu que c'est le ultimate way pour s'entraîner. Je disais ce que je faisais, man. Les gars, ils étaient à côté de lui, puis ils me regardaient, man. T'es d'une marde. Si tu fais ça, comme training, c'est dégueulasse. Pourquoi tu fais ça? C'est pourri. C'était malaisant de dire que je faisais une méthode qui n'était pas comme la leur. Là, tu comprends, là? Tu faisais quoi, c'est là que ça. Ben, tu sais, moi, la méthode conjuguée, c'est ça qu'ils faisaient. Là, une journée dynamique, une journée de max effort. Puis, tu sais, ils sont en crew, puis ils se disent aujourd'hui, bon, ben, OK, on se calisse une volée sur un deadlift front pin, puis tout le monde fait le deadlift front pin jusqu'à temps qu'il y en ait un qui meurt. Là, tu sais, c'est intense. Là, puis toi, c'était genre, moi, je fais du 5 par 5, je fais du volume. C'était quoi tu disais? Moi, j'étais là, je fais un single, puis de temps en temps, je fais des drop sets, puis je fais du squat 2-3 fois semaine, puis il était comme, c'est dégueulasse, c'est de la merde. Fait que c'est ça. Mais tu sais, puis en même temps, là, quand je suis allé squatter là, tu sais, je faisais pas ce que je voulais, là. Ils m'ont pris les pieds, man, les gars, ils m'ont encoté dans le bout du monolithe, j'étais rendu asti, l'eau bord avec les pieds, man, plus large que mon setup sumo, puis je faisais un box qui était genre à la limite du parallèle, puis je faisais le squat avec eux autres. Mais tu sais, ferme ta gueule, puis il faut que tu aies une ouverture. Là. Je suis sorti de là. J'ai appris quand même des affaires. Là. Tout ce qui est au niveau des accessoires, surtout pour le haut de corps, puis toutes les machines qui ont. Il y a du bon dans la méthode conjuguée. Il n'y a pas juste la merde. Là, ça marche la méthode conjuguée, mon gars. Je l'ai fait 50 ans, puis ça marche la méthode conjuguée. C'est juste, il faut que tu y crois. Il faut que tu aies un plan qui est adapté. C'est sûr que quand tu es sa sauce comme eux autres le sont, eux autres, je dis, on pourrait-tu parler de suppléments? Ils disaient, tu veux parler de stéroïdes? Tout le monde en prend des stéroïdes. C'est ça. Tout le monde est sa sauce. Puis ça fait partie du modus operandi. Puis quand tu es sa sauce, ben, c'est sûr que l'entraînement, là, ça n'a pas besoin d'être autant évolué que un athlète naturel. C'est peut-être aussi ce côté-là. Puis ils ont vraiment le temps de récupérer avec le type d'entraînement qu'ils font. Fait que c'est clair que moi, je pense que la méthode conjuguée pour ce type de personnes-là, ben, ça fonctionne calissement en main. Puis, man, ils sont forts, les gars. Ils sont forts gras, ils sont forts en gear, ils sont forts partout. Là. Les gars qui benchent 900 livres, là, je te confirme qu'ils benchent 600 ras. C'est pas. Ils font des max floor press. Genre, ils ont 600 livres. Là. Il y en a qui ont 4 plays, il y en a 5 plays. Le monde est fort. T'as-tu croisé Chuck, Vaughan Paul? Non, il n'était plus là à cette époque-là. Lui, il avait ouvert son propre gym. Il était en chicane. Dave Hoff s'entraînait quand j'y étais le soir. Lui, il était dans le night crew. Puis, tu sais, moi, j'étais à l'époque de AJ Roberts, puis de Jake Anderson, puis de Dave Hoff. Au pic de AJ Roberts. Là. Je m'étais entraîné avec un matin. C'est lui qui me déraquait mon monolithe le matin. C'était des gars, lui, c'était une gang de super heavyweight. C'est le fun de s'entraîner avec des gros, c'est crinquant tabarnak. J'étais tout avec des gros tabarnak. C'était tout des heavyweight. Il n'y avait pas vraiment de mecs. Il y en avait un ou deux. Mais c'était un gym de gros. C'était imposant. Tu rentres là-dedans, t'es comme Christian des gros. C'est cool. Ouais, ben, j'ai écouté le film de Westside, là, pis le tabarnak que c'est mongol, là, juste ce qui se passe là-dedans. Ils se battent à côté du bench, puis ils font leur set, puis c'est des malades.
C'est ça. Mais là, tu sais, c'est sûr que ça a évolué au fil. Ça a Ouais, évolué ça, c'est aussi, tout là. ça, Mais, là. tu sais, Mais c'est clair que ta- l'ambiance est très particulière. Puis, tu sais, c'est très, très compétitif. Mm. Puis, si t'es pas fort, on s'en calisse de toi, man. Dès Chris, man, t'as pas ta place. C'est ça. C'est la loi du plus fort, vraiment. As-tu gardé un certain contact avec des leveurs là-bas ou même avec Louis Simmons ou Non, pas en non. tout? Tu sais, Instagram n'était pas fort dans ce temps-là. Facebook, tu Ouais. sais, c'était. Tu sais, non, mais s'il y a des gens qui sont sérieux avec l'entraînement, qui ont toujours rêvé d'y aller, tu sais, moi, je pense que moi, c'est un trip qui m'a amené beaucoup, là. J'ai adoré aller là. Man, il est tellement respecté au niveau des sports, là, au niveau du football, là, c'est l'enfer, là. Il y a des coachs de partout au pays qui vont là, man, pour avoir de la programmation, des affaires, là, tu sais. Même s'il est crissement jugé dans le niveau du powerlifting, surtout, tu sais, je parle USCPL, tu sais, l'entraînement ras, surtout, là. Ce gars-là, il a des connaissances en tabarnak, man. Puis, tu sais, sa méthode, c'est sûr que lui, de la façon qu'il l'applique avec ses personnes, sa méthode est constamment en évolution. Fait que, tu sais, ce qu'on lit sur Internet, 8x2, 10x3, à cette heure, ils font des 5x5 avec les bands. Ils font, tu sais, la méthode est en constante évolution. Puis, il se rend compte qu'il y a des affaires qui marchent avec d'autres types de personnes. Fait que, tant que tu n'as pas été là-bas pour t'entraîner là-bas, tu ne peux pas dire que sa méthode, elle marche pas. Tu comprends? Parce que c'est très individualisé. Puis c'est vraiment ajusté pour chaque personne. Ouais. Au final, tu squats, tu bench, du deadlift. Là. La sauce, là, c'est la même. Là. Même on se fait des aquaires, là, qu'on réinvente la vie. Là. C'est la même petite poutine dans une sauce différente. Ouais. Au final, c'est une rep max que tu fais. Là. Oui, ça me fait tout le temps rire. Là. J'écoutais un podcast l'autre jour, c'était quoi? Voyons, 74, là, qui est fort. Là. Comment il s'appelle donc? Le français? Atwood, là. Ouais. Il était là dans un podcast à King of the Lift avec ses coachs, là. Puis là, ses coachs étaient là, on a la méthode par excellence. Nous autres, on a fait des graphiques, on a fait la science, on collecte des données. Personne n'a jamais fait ça. Puis moi, dans ma tête, j'avais juste Louis Simmons dans ses podcasts. Puis il sort tous ses chiffres. Puis là, moi, j'ai tant de lovers, tant de records, puis toutes les données qu'il y a, j'étais comme, écoute, là, tu sais, mais oui, je suis d'accord qu'ils ont probablement plus de données que peut-être bien du monde, mais là, Chris, man, il y a des coachs en haltérophilie à quelque part en Bulgarie, man, que tes astis de stats, là, ils les ont analysés, ça fait bien des années. Il y a des Chinois, mon gars, je te jure que tes stats, ils ont fait le système d'entraînement, ils l'ont développé avec les athlètes. Tu sais, c'est la même poutine, là. Écoutez, là, on le sait, là, la zone d'entraînement payante, c'est en RPE 6, RPE 8, RPE 9 quand tu piques. Après ça, il y a des singles, tout le monde fait des singles. On sait que ça marche les singles. Puis après ça, il y a un taper. Bon, c'est pas mal ça. Une phase d'hypertrophie, une phase intense, une phase que tu fais une réalisation. Et la poutine est assez semblable dans un contexte différent, avec plus ou moins des tweakings. Puis au final, tu fais un max squat, un max bench, un max deadlift. Ça ressemble à ça. T'sais, moi, ça me fait rire de compliquer un sport qui est quand même assez un sport de mi-tête, on va se le dire. C'est pas vraiment technique. Ouais. C'est technique, oui, là, mais là, on n'est pas des pianistes, là. On n'est pas des Chinois qui jouent du violon, là. On lève des barres. Fait que c'est. Faut garder ça basic aussi. Non, c'est ça. Là, à travers tout ça, là, j'ai une idée de question. Ton entraînement. Bien chaud. Ton entraînement. J'ai fini mon double dos. Le plus obscur, le plus sketch que tu as failli te dire, Chris, je vais me tuer à soir avec une barre. Là. C'est quoi? L'entraînement que j'ai failli me tuer physiquement. Oui. 2 semaines avant mon premier championnat canadien en 2006. On s'achète un nouveau saut. Je reçois mon Metal Squatter V-Type 42. On est dans la cave chez Joe. On est tout seul. Bon, premièrement, il faut que tu saches que ça s'est suivi. Là, on benchait tous les jeudis soirs à 9h, moi puis lui, en équipement. On a tatoué deux en gilet de bench. Fait qu'on a tatoué deux poignées de main. Il me déraquait le bench. Il faisait le tour. Moi, je tenais à bord. Il venait mettre le board. Je faisais la rep. Il n'y avait aucun spotter, aucun safety. Notre bench n'avait pas. Il refaisait le tour.
raqué à bord. Fait que, man, c'était un asti de plan pour se tuer, mon gars, là. C'était calissement dangereux. Puis on s'en reparle aujourd'hui, puis on se dit, mais maudit tabarnak, on était mongol, puis on a fait ça pendant 2 ans. Tu sais, avant qu'il arrive un accident, qu'un gars qui vienne au gym essayer un gilet de bench, puis qu'il se drop 455 livres sur le chest, même s'il y avait 2 spotters. Ça, j'ai vu ça de mes yeux, un gars plié en deux, man, un gars de 300 livres, plié en deux comme un portefeuille, avec 455 livres qui est rentré dans le chest. J'ai pas de garde de bencher pendant 2 semaines. Après ça, j'étais sûr qu'il était mort. Fait il est parti à l'hôpital, il parlait plus, il respirait, il était bleu de la tête. J'ai dit, Chris, il va mourir dans mon char, c'est sûr. Il était capable de rentrer dans le char, plié comme ça, il n'a pas parlé, il n'a pas dit, il faisait juste... Puis il y a une grosse contusion, il n'y a rien eu de fracturé, man. Il a été chanceux en tabarnak de calice. J'étais sûr qu'il allait crever. Fait que moi, j'ai été traumatisé de ça. Tant qu'il n'était pas correct, je n'ai pas le garde de m'entraîner. Puis c'est ça. Pour en revenir à la fille la plus sketch que moi j'ai faite, dans la même semaine, justement, là, pas ça que c'est arrivé, mais on était à 2 semaines, bon, 9 mois aussi. Tout content, man, de prendre dans le saut. On work up. Je suis rendu à 550 livres. Man, le saut est trop raide. Je suis pas capable de descendre. Fait que j'essaie de forcer pour descendre. Je perds le groove, les genoux s'en vont par en avant. La barre, man. C'est une Texas Power Bar, mais les premières, là, OK? Là, c'est une file, t'en as vu une au gym, là. Le knurling, man, elle peut frotter. La barre, s'il y a 550 livres qui me passaient par-dessus la tête, moi, j'ai plongé dans le mur. OK? Et je te le dis, j'étais sûr, je m'étais scalpé le derrière de la tête. Je chantais plus ma tête. Là, j'étais comme, tabarnak, je suis mort, esti, Chris, là. Plus personne ne parlait. La barre était crochie, la barre était à tomber ses épines, heureusement. On a pété à la barre. Esti, la barre était rendue tout croche. 2 semaines championnat canadien, mon gars. J'ai pas été capable de faire un squat en haut de 475 livres après ça. Premier championnat canadien, j'ai fait un squat de marde. J'avais trop peur, man. Je me suis vraiment fait du temps après. Après ça, un autre moment sketch. Sipley est un matin rat en 2014 avec Yves Brousseau en arrière de moi qui me spot, qui est 9 heures. Je faisais un max à... Ça, c'était... C'est quand la méthode bulgare est sortie. La première version des singles, là, avant que RTS mette à mettre des singles de temps en temps, ben, la méthode bulgare est sortie avec John Bros. Mais c'était un single à tous les jours. Moi, je faisais ça. Que je faisais un single au squat. Fait que, man, un matin, je disais, si je passe 6 plates à matin. Tu sais, j'étais quand même rendu crissement habitué. Mon minimum que je faisais tous les matins, c'était 5 plates de 25. Fait que, à tous les jours, tous les matins, je faisais 5 plates de 25. Là, matin, j'arrive, j'étais avec Yves. À matin, je passe 6 plates. Fait que, man, je me réchauffe. 5 plates de 25, ça va bien. 5 plates de 35, si ça allait, je fais 6 plates. Je le vois encore en arrière de moi, man. Je descends, je reste pas pogné, tabarnak, man. Ça sort pas. Là, lui, man, sa première réaction, premièrement, il m'a jamais spoté de sa vie. J'ai jamais fait là, un lift en gym. Il tire la barre d'un côté. Fait que là, moi, je suis pogné de même en petit bonhomme, là, comme en pause squat. Puis les pins sont trop basses. Je n'accote pas ces pins. Fait que je penche vers la gauche. Là, j'ai quand même 6 plates sur le dos. Ma main reste prise sans la pin. La barre avec 6 plates me roulait sa main. J'étais sûr que je perdais mes doigts, man. Fait que là, ça a fait comme si ça avait passé en dessous d'un rouleau compresseur. Là, je me regarde la main. Hey, man! Bien correct, je suis bien safe. Je me revire, je me vois le bout du petit doigt, man. J'avais le petit doigt explosé, là, littéralement. Il avait explosé sous la pression. Il avait genre fendu à gauche, explosé dans le centre, il était fendu sur toute la longueur. Fait que je fais OK, man, je suis pas correct. Je vais m'en aller à l'hôpital. Si, man, 9h du matin, je suis parti à l'hôpital avec le petit doigt tapé, tabarnak, mon gars, avec ça pissait le sang que le tabarnak. Puis, man, le lendemain matin, je suis revenu, le doigt tapé. De même, ça barre, j'ai fait mon tabarnak de 6 plates. Ça, ouais? C'est la plus extrême. J'étais fait là. Je repense à ça et je me dis, calisse que j'étais mon gars. Mais c'est des belles années.
C'était un No bon regrets. meeted. Un bon meeted, un petit bon. Ouais. Là, tu t'es calmé un peu, mais. Ben là, à 36 ans, là, quand tu fais 17 ans, quand tu te calisses Mm. des volets, là, m'amener, là, c'est ça. Mais quand même, mais c'est parce qu'après, quand je fais ça, premièrement, je récupère plus, je me blesse, tu sais. Fait que j'ai aucun Non, intérêt de blesser. Là. Tu sais, ma blonde m'a acheté un gilet à Noël, All Paid No Gain de Rascal, là, puis c'est un esti de gilet qui en dit long, là. All Paid No Gain, man. C'est ça, le powerlift. Là. Si tu veux faire du powerlifting, tu penses pas être blessé dans ta vie, là. Fuck off, man. C'est le pire sport pour te péter la gueule. esti. C'est le sport qui a le plus de blessures par pratique. C'est d'heures, là. C'est que ce que j'ai à dire aux gens qui nous écoutent, là, c'est que si tu penses que tu es blessé, là, quand ça fait 17 ans que tu en feras, là, je te jure, tu vas te blesser comme il faut. Mm. Tu vas avoir mal au dos, tu vas avoir mal, là, te pouler un pec, tu vas te pouler quelque chose, tu vas te pouler un naine. Il n'y a rien qui m'est pas arrivé, esti, man. Tabarnak que j'ai mal à la vie. Mais, still here. Ah ouais, c'est pas Mais j'ai arrivé. encore du fun. C'est ça qui est cool. C'est que, tu sais, les objectifs changent. Là, tout le monde dit Ah, Joe, tabarnak, là, hein, c'est quoi, là? Tu sais, t'es rendu équipé, c'est parce que tu peux plus compétitionner avec les rats. Ouais, mais OK, je vais-tu arrêter d'en faire à cause que je peux plus être le meilleur au Canada classique, tu sais? Là, maintenant, les objectifs, il faut qu'ils changent aussi, là. Bon, OK, bon, je peux plus être le meilleur au Canada classique. Je l'ai été durant 5 ans, là. Voulez-vous bien manger de la marde, puis faire votre job, puis me calisser patience, là, tu sais? Je les ai gagnés, mes galons, là, tabarnak, là. Fait qu'à un moment donné, là, faut que tu fasses ce qui te rend heureux dans la vie, c'est ça qui est le plus important. Puis, tu sais, même si tu n'es pas champion du monde, puis si tu n'es pas champion canadien, ben, tu peux avoir du fun à lever des poids quand même. Fait que, tu sais, moi, les objectifs sont rendus différents. Puis, heureusement, équipé, je suis crissement compétitif. Fait que c'est encore plus le fun. Ça me motive encore plus. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le but, c'est de trouver ce qui te rend heureux puis de le faire. Là. Écoute, moi, j'aime ça m'entraîner, ça me drive. Moi, là, j'ai encore le même hostie de feeling. Comme là, tu sais, hier, c'était vendredi soir, j'avais un squat pesant à faire. Asti, ça m'a stressé toute la journée. Je l'ai fait, là. J'étais comme, asti de calice que je me sens bien. C'est un asti de beau feeling. J'ai sorti toute l'agression que j'avais dans le body. Là. Tout ce qui comptait, c'était que je trouve mes clés de char pour m'en aller chez nous après. J'adore ça. La journée que j'aimerais plus ça, ben, j'arrêterai. Je jouerai de la base. Je ferais d'autres choses, mais j'aime ça m'entraîner. J'aime ça lever des charges lourdes. Ça me fait du bien. Puis, si c'était juste de coacher, j'aime coacher, mais j'aime pas autant coacher que j'aime m'entraîner. Fait que c'est ça. Fait que là, les gens, c'est dégueulasse, man. Le goût de vomir de repenser à ça. Mais on est chanceux quand même d'avoir un sport qu'on peut pratiquer dans nos maisons, heureusement. Oui. Mais une affaire, c'est sûr que c'est tough aussi, tu sais, de dire au Québec, bon, je deviens équipé, parce que là, tu sais, avec toi, il y a moi et il y a Régent Talon équipé au Québec, là, tu sais, fait que c'est, et tout comme cette pression-là, mais tu sais, c'est comme moi. Moi, honnêtement, c'est une hostie de mauvaise idée si vous voulez mettre de l'équipement, on va vous le dire. C'est la pire mauvaise idée que vous pouvez avoir de vouloir mettre ça tout seul. Là. Hostie. Moi, je vois Charlie s'entraîner tout seul en équipement, mais je dis c'est un hostie de malade. Il va se tuer en chien, tabarnak. Mais c'est un beau sport, mais faire ça tout seul, je le déconseille fortement. Si vous voulez venir au Saguenay, aller voir Charlie, apprendre les rudiments de base, puis trouvez-vous des training partners parce que faire ça tout seul, c'est très dangereux. Puis ça prend un accident. Là, tu peux en faire toute ta vie, puis ça va bien, puis un matin, tu te lèves, tu n'as pas mis tes safety au bench, tu fais un gilet équipé, puis la bench, la barre t'arrive dans la gorge, puis tu meurs. Puis il en est arrivé des morts au bench. C'est pas moi qui invente ça. Je ne suis pas tragique en disant ça. Ça prend un accident. Ça n'en prend pas 5. Juste un fatal, puis c'est assez pour que ça devienne. Puis il n'y a pas tant d'accidents qui arrivent là, quand même en squat puis en deadlift. Il y en arrive, mais pas tant que ça. Mais ça en prend juste un grave. Fait que moi, ce que je dis aux gens, c'est d'être crissement sécuritaire quand vous entraînez tout seul. Mettez vos safety au squat, mettez vos safety au bench, puis niaisez pas avec ça. Oui, surtout le bench shirt, là. Moi, tu sais, je vois quasiment ça comme un power clean. Faut t'ailles contrôler, toucher, prendre une pause, puis après ça, tu as tout le bounce, mais il faut que tu sois capable de catcher le bounce avec tes triceps puis finir le mouvement. Puis, tu sais, moi, ça m'est arrivé, ben, surtout toi, Joe, tu le sais, là, mais tu sais, dans ma prep, ça m'est arrivé une fois que j'ai catché ça tout croche,
Puis quand j'allais pour finir le lockout, la barre a pogné dans mes safety, pas dans mes safety, dans mon G-cup d'un bar. Mais il a fallu que je lève mon cul, sinon j'allais rester en dessous de la barre cette fois-là. Ça a été un lift de. C'était un single, puis ça a duré pour moi 25 secondes. Là. Ah, c'était peurant. Hey, ça fait quand même 1h35 qu'on jase. Hein? Ouais. mais c'est ça, puis tu sais, c'est équipé. Moi, Bon, on n'écoutera pas ça. Ils vont dire se battre trop long, tabarnak. Ça m'a tant intéressé. Puis tu sais, je sais même pas si tu t'en souviens, Joe, mais avant que je commence dans la Fédé, puis je jouais au football, tu sais, je contemplais l'idée d'être équipé. Je trouvais, puis tu sais, je regardais Westside, j'étais comme, si c'est malade, je veux essayer ça. Puis je t'avais écrit dans ce temps-là, là. Je n'avais même pas fait un mail. Je dis, hey, tu penses de quoi, toi, l'équipé? Viens, il faut que tu ailles un training crew, tu peux pas faire ça tout seul. Puis là, je voyais que ça coûtait cher. Là, je checkais pour acheter des suits ultra tête, genre sur eBay. Puis Chris, que quand j'ai commencé vraiment équipé, j'étais comme, Chris, tu essaies de mettre ça. Juste, la première fois que j'ai mis un squat suit, ça a pris 1h30, puis était ben trop tête. Puis mon entraînement, ça a été mettre le squat suit. C'est une asti de bébite. Effectivement. Toi, mon beau Phil, t'as de bon à dire. Oui. Peut-être que je vais essayer ça un jour, là, mais que je sois trop scrap, mais pour l'instant, je vais rester. Toi, t'as une coupe de championnat canadien à gagner là, avant d'aller mettre un saut. Oh, oui. Bien des affaires à faire. C'est ça, mais que je sois tout pété. Quand le King is back, là, ça va y aller. Oh, oui. Ben là, mec, qu'on puisse recommencer à s'entraîner pour vrai, ça va y aller. Là. Parce que, ben, tu sais, quand j'étais chez Charlie, j'ai sorti quand même un 500 x 6. Puis, tu sais, j'ai pas eu Moi, de ce qui me fait douleur, rire de ton post, je trouvais ça cool, t'as fait 500 x 6. Je ne serai plus un meathead, c'est terminé. 500 x 6, premier squat, qui recommence. Je suis comme, ça aurait peut-être fait 4 plates. Ça aurait peut-être été plus raisonnable. Non, 500 x 6. J'ai fait 4 plates la semaine d'avant. OK, je savais pas que tu l'avais fait. Je pensais que c'était ton premier. Non. Bon, il est passé de 3 plates au front squat à 5 plates en série de 6. C'est assez. Une progression raisonnable. C'est le genre à fil. Je disais, bon, semaine prochaine, 600 x 6. Mais non, je vais mettre 5,25 progressivement. Alors, Phil, il arrive dans mon garage trash. Tu sais, c'est trash, mon garage. Il faut que je fasse le ménage. Il y a des canisses de gaz partout, des outils partout. Il arrive avec son petit chat puis son petit cochon d'Inde. C'est tabarnak. Hey, Steven, je pense que mon chat, il sent encore l'huile. Elle était tellement sale, là, genre, admettons, elle a la bédaine blanche, là, j'ai sorti de là avec un chat noir et brun. Bon, hey, les boys, moi, je mange la raclette à soir. Fait que j'en ai une qui va s'en venir de moi là, si je m'en vais pas préparer le souper. On peut-tu clencher 2 petites questions avant de finir? Ouais, oui, vas-y. Vite de même, comment tu vis ça, la fermeture des gyms? Écoute, je vais te le dire de la façon la plus imagée que je peux. C'est comme si on s'était fait convaincre en se faisant rentrer un doigt dans l'anus, en se faisant vacciner, que tout allait être beau. Fait que là, déjà là, tu sais, moi, je suis inconfortable à avoir un doigt dans l'anus. Ben là, 2 doses obligatoires, le passeport vaccinal. Mais ça va bien aller après ça. Fait que là, déjà là, 2 doigts dans l'anus, mais quand même lubrifié correctement. Mais tu sais, je vis un inconfort quand même. Parce que là, ça implique que c'est plus compliqué. Il y a du monde qui vient plus au gym. Puis là, tu sais, je me promène avec 2 doigts dans l'anus. Puis là, finalement, il n'y a plus rien qui marche. Le vaccin ne marche pas finalement. On rentre un point complet d'une shot. Pas de lubrification. Fait que c'est comme ça que je me sens présentement. Je me sens comme si quelqu'un m'avait rentré un point dans l'anus sans lubrifiant. Je trouve ça je pense qu'on a une coupe à sentir de même. Pas mal. On a tout un point à quelque part, de manière obscure. Non, hey, j'aime autant rire parce que tabarnak, je trouve ça n'a aucun bon sens. Je comprends tout, là. Je le sais, là, mais je trouve ça inconcevable qu'on en soit là. C'est juste ça. Puis que ça soit autant polarisé, puis que ça soit autant fragmenté dans le monde, là, que tu regardes en Floride, que genre, tout le monde fait ce qu'il veut. Ils mettent un masque s'ils veulent, ils n'en mettent pas s'ils veulent pas. Puis, c'est ça qui me fait capoter. C'est que ailleurs, il n'y a pas juste nous autres, là, sur la planète. Il y a d'autres mondes aussi. Tu sais que tout le monde, c'est tellement divisé, les anti-vaccins, le monde qui capote sur le vaccin, c'est un complot, c'est un ci, c'est un ça. Tu sais.
On devient un peu mongol, là, je trouve, à parler de ça. Puis, tu sais, c'est crissement stressant, c'est anxiogène, toutes les conférences. Moi, tous les fois qu'il y a une nouvelle annonce qui se fait, là, je fais comme. Tu sais, ça pèse. Là. Quelqu'un de fragile là, mentalement, là, c'est normal que ça assume. Tu sais, le monde, ils en peuvent plus. Ils sont écœurés. Ouais. Fait que c'est ça. Puis de façon plus légère, vite, Oui. c'est sûr qu'on en a parlé quand même. C'est quoi le genre de conseil que tu donnerais à un débutant équipé? On en a parlé un peu, là, mais. Un débutant équipé. Au Ouais. pire, Raw puis équipé. Là. Au pire, fais Ben, les Raw, jeux. premièrement, Raw, première étape, trouve-toi un coach en présentiel. Là, c'est impossible présentement. Mais dès que les gyms réouvrent, contacte un club, trouve-toi un coach qui va t'aider, qui va te placer, qui va te diriger, qui va te faire un programme. Parce que pratiquement, tu sais, c'est pas la programmation. Là, quand même que moi, je fais souvent, là, quand je vois du monde qui commence, là, moi, je me fais coacher par John Badowski, qui lui, il coach dans telle équipe aux États. Là, c'est lui qui fait mon programme. Ouais, mais man, on s'en calisse que John Badowski, qui est coach de team superstar, là, OK? Tout ce que tu as besoin, c'est d'un qui va te montrer comment squatter comme il faut, comment bencher comme il faut, avec les bons règles, appliquer les bonnes techniques, d'avoir un plan d'entraînement steady qui va t'éviter d'être un fiasco qui va t'éviter de te péter la gueule finalement, mais il n'y a rien besoin d'avoir d'évoluer à ce stade-ci. Là. Fait que quand même que ce soit John Petrucci qui va faire ton training de Team Superstar USA, ça change fuck all. OK? Fait que ça, pour un débutant, trouve-toi un coach qui a des bonnes connaissances, qui fait partie de la FEDE, qui est au courant de ce qu'on fait. Puis, il y a des très bons coachs partout au Québec. Écoute, il suffit que tu en engages un. Puis, c'est ça que je conseille. Si tu veux équiper, commencer à équiper, premièrement, je te dirais, développe une force raw avant d'être équipé. Ça, c'est l'erreur numéro 1 que le monde faisait. Mettez de l'équipement avant d'être fort. Et moi, je me rappelle d'une époque, je voyais des filles bencher 30 livres de chaque barre sur la barre avec un gilet de bench. C'était gênant. J'étais là, what the fuck? C'est Chris en train de touer. 25 livres au bench, je suis capable de faire ça sans un gilet de bench. Comment tu fais pour toucher, premièrement, je ne le sais pas. Mais c'est des affaires qui. Fait que être fort, premièrement, développer un certain niveau de force sans équipement avant de mettre de l'équipement, avoir une certaine expérience en compétition au niveau classique, puis après ça, de transférer, puis de diriger vers quelqu'un qui en fait, puis qui coach. C'est pas compliqué, c'est le même principe, mais avec plus d'expérience. Ça répond, mais je pense que ça a de l'allure en esti. Ouais. Sûr. Bon, ben, Joe, on va te remercier de ta présence sur le podcast. Ça m'a fait plaisir de faire un petit après-ski jazz avec vous, les boys. Fait qu'on va se dire à la prochaine fois, là, dans un contexte moins virtuel si possible. Là. C'est tout le temps le fun de conduire dans le parc du Saguenay. Là. C'est tout le temps le fun. Vous me redonnerez les nouvelles de ce podcast-là. Ça a été boycotté ces réseaux. Trop de sacs. Yes. Bon, ben, salut. On va mettre fin à l'enregistrement. Fait que bonne fin de semaine, chers auditeurs. Prenez soin de vous. On fait semblant de vous aimer. Bonne journée.